Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19 h. Nous sommes le mercredi 4 novembre. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. La Guadeloupe a encore besoin des fonds européens pour combler ses retards. 1 milliard sur la table pour les 5 prochaines années. Georges Paul-Angevin défend la philosophie de son budget des Outre-mer malgré une série d'amendements. La qualité des eaux de baignade est à l'étude, l'impact des sargasses reste une interrogation. Le journal, Aurélie Ronze. Mais avant de développer tous ces titres, on va parler de cette étude parue aujourd'hui sur les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes qui se sont aggravées en France en 2015. Un écart de près de 4 000 €. En Guadeloupe, même tendance, même si elle est plus nuancée. En effet, de plus en plus de femmes dans notre département semblent prendre le contrôle, comme l'a constaté Karine Gielman. Elles sont comédiennes, elles sont docteurs, elles sont chefs d'entreprise, elles sont partout. 11% de la population active en Guadeloupe est féminine en 1976, 53% en 2015. Ce dernier chiffre est éloquent. Et pourtant, les inégalités salariales existent encore. 17% en Guadeloupe d'écart avec les hommes contre 19% au niveau national. Il y a une batterie de lois en ce qui concerne l'égalité professionnelle, depuis la loi Woody en 1983, qui prônait la non-discrimination dans tous les domaines, donc dans les relations professionnelles. Il y a eu la loi Génisson en 2007 pour qu'on ait des rapports au niveau donc, des entreprises, des rapports sexués sur l'évolution, sur la formation, des chiffres que les entreprises devaient absolument donner. Ce qu'il y a, c'est qu'en ce qui concerne la Guadeloupe, toutes ces lois sont un petit peu caduques. Déjà en métropole, ces lois ne font pas beaucoup changer les choses, mais chez nous, ces lois s'appliquent aux entreprises de plus de 50 salariés. Or, chez nous, il faut savoir que les entreprises de plus de 50 salariés sont très très rares. Des bons résultats toutefois pour la Guadeloupéenne, une femme dynamique et entrepreneuse. Donc en général, elles sont très fans de la débrouillardise. Je pense qu'il y a encore bien, pas le mythe, mais de la femme potomitan qui est vraiment un très bon manager, qui sait gérer le logis, qui sait gérer tous les à côté. Et donc c'est encore une tendance qu'on retrouve beaucoup ici, parce qu'il faut savoir qu'en Guadeloupe, on est un des départements où on a le plus de créatrices d'entreprises. La moyenne nationale est de 30%. Nous, on est 37%. Donc bientôt les 40%, peut-être un créateur sur deux sera peut-être une femme dans quelques années. Donc c'est vraiment déjà très encourageant. Après, effectivement, les inégalités hommes-femmes ont encore de beaux jours devant eux. Je pense que d'ailleurs, cette inégalité de 17-18% entre les hommes et les femmes pousse encore plus de femmes justement à créer leur propre entreprise et créer leur propre business pour pouvoir être indépendantes et justement ne pas être dans ces conditions à de dire bon bah voilà, je touche moins qu'un homme, j'ai pas les mêmes conditions de travail, etc., etc. Donc je pense que ici les femmes ont envie de prendre les devants. 37% des femmes créent leur entreprise, chiffre encourageant mais encore insuffisant. Le monde du travail a encore des efforts à fournir. Parlons à présent des programmes européens qui ont longuement été évoqués hier lors du premier comité régional unique de programmation des fonds européens pour la période 2014-2020. Le comité doit se réunir une fois par mois pour faire le point sur l'attribution des subventions européennes. Hier, 38 dossiers représentant un budget d'un peu plus de 21 millions d'euros ont été étudiés. Les explications d'Anne-Elisabeth Artsen. 1 milliard d'euros. C'est le montant des fonds européens alloués au développement économique et social du territoire guadeloupéen pour la période de 2014-2020. Pour la première fois, le comité régional unique de programmation a attribué des subventions européennes aux porteurs de projets guadeloupéens sous l'égide de la directrice des affaires européennes. Nous, on est un petit peu les gardiens du temple, si vous voulez, de bien vérifier que les projets qui sont présentés sont conformes à la réglementation européenne et ne risquent pas à un moment d'être contrôlés comme pas bons par la Commission. Donc voilà, nous, notre rôle à la direction des affaires européennes, c'est de mettre en place tous les circuits et de vérifier que les projets qui sont présentés sont bien conformes à la réglementation. Les 38 projets présentés répondent aux exigences européennes en matière d'attribution de fonds, mais également aux besoins économiques de notre département.
comme celui présenté par le recteur. Des projets qui a été déposé, c'est un projet qui a été déposé par le GIP Défi qui relève du rectorat de Guadeloupe, de l'académie, et donc qui est entreprendre en lycée, et qui est un projet qui va être mis en place dans les différents lycées de Guadeloupe pour justement sensibiliser les jeunes à la création d'entreprises, voir comment fonctionnent les entreprises, et puis à terme, en espérant qu'un certain nombre de jeunes auront l'idée d'entreprendre et de créer une entreprise dans les années à venir. Voilà. Donc ça contribue à la formation des jeunes, ça contribue aussi au développement économique du territoire, et puis susciter de l'envie des jeunes guadeloupéens. Plus largement, divers secteurs d'activité sont également concernés par l'attribution de subventions européennes. Sur les 38 projets, globalement, il y a eu des dossiers de rénovation d'hôtellerie, de certains hôtels, pour des dossiers très importants, de plus de 5 à 6 millions d'euros. Donc il y a des subventions pour plus de 1,4 million € pour un groupement hôtelier. Il y a eu beaucoup de dossiers de formation, il y a des dossiers d'innovation, beaucoup de dossiers de recherche pour le CIRAD, pour l'INRA, pour les centres de ressources biologiques. Bref, l'Europe fait de la recherche, de l'innovation un axe fort. Donc nous devons développer et donc soutenir cela. Tous les derniers vendredis du mois, ce comité régional unique de programmation impliquant la région, le conseil départemental et la préfecture se réunira pour les attributions de fonds européens conformément à l'adoption des programmes FEDER du 18 décembre dernier. On va continuer à parler de l'Europe avec les journées de la coopération européenne dans la Caraïbe. Elles se déroulent simultanément en Guadeloupe, à Saint-Martin, en Martinique et en Guyane. C'est dans le cadre du programme Interreg Caraïbes. Plusieurs projets vont être présentés jusqu'à samedi. Ce matin, sur le campus de Fouillol, comme vous pouvez le voir sur ces images de Patrick Curie, il était question des risques naturels marins dans les Antilles avec le projet Tsunaoul. Demain, le projet Cabaret et Bananes Durables Caraïbes sera présenté sur le site du CIRAD à Capesterre-Belle-Eau. On va parler maintenant de l'Assemblée nationale qui a approuvé hier soir le budget des Outre-mer pour l'année 2016, un peu plus de 2 milliards d'euros. Poste le plus important, les exonérations de charges sociales qui dépassent les 1 milliard d'euros. De son côté, le député maire de Bémao, Harry Chalus, a interpellé la ministre des Outre-mer sur le FIBDOM. Il s'agit du Fonds d'investissement de proximité. Les précisions de Karine Gielman. Sous couvert de rhétorique, lourdeur administrative et de querelles de chapelle sur lesquelles est souvent revenue la ministre des Outre-mer lors de la commission élargie du 26 octobre, le budget 2016 a été sans surprise adopté. Le dossier tant attendu, celui des exonérations de charges sociales patronales, représente ainsi 54% du budget, soit 1,150 milliard d'euros. Une baisse de 81 millions. Un autre sujet a été évoqué, le FIDOM, un fonds existant mais délaissé. Ces fonds ne se développent pas depuis 2011. 6 fonds seulement ont été créés, dont un seul en 2015, et collectent une épargne quasi confidentielle. La raison de cette sous-performance me semble liée à la souscription restreinte aux seuls domiciliés fiscaux outre-mer, ce qui limite considérablement le volume des fonds susceptibles d'être collectés. Afin qu'ils puissent remplir son objectif et financer les fonds propres des PME ultramarines, j'ai déposé un amendement pour ouvrir la souscription à l'ensemble des contribuables français, car l'étroitesse de l'assiette de collecte semble pénaliser ce dispositif. Une vision que ne partage pas la ministre des Outre-mer, étant donné les mesures annoncées telles que le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE, fixé à 9% contre 6% dans l'Hexagone, et d'un équivalent au CICE à 12% pour les secteurs dits exposés, entre autres le tourisme, les transports, l'agroalimentaire ou encore les nouvelles technologies. On souhaite essayer de clarifier, de simplifier les choses. Donc à la limite, moi je veux bien qu'on relance le FIBDOM puisqu'il ne marche pas très bien. Bon. Mais est-ce qu'on ne devrait pas plutôt essayer d'avoir un outil simple qui s'applique d'une manière globale, plutôt que essayer de relancer des petits fonds qui ne marchent pas très bien. Le CICE, par exemple, tout ça, on a essayé de faire des choses qui soient les plus simples possibles. Donc, essayons de faire en sorte de ne pas rajouter des éléments qui soient intéressants, mais qui sont un peu annexes et qui, me semble-t-il, n'apportera pas beaucoup d'argent tout en amenant de la complexité. Mais le cas échéant, on peut en reparler si vous voulez. Simplifier et clarifier la situation des entreprises outre-mer, le rendez-vous est pris, affaire à suivre.
Politique avec la visite en Guadeloupe du président de l'Union des démocrates et indépendants, Jean-Christophe Lagarde, à choisir de soutenir pour les régionales 2015 le député maire de Baie-Mahault, Harry Chalus, un choix qu'il a justifié en critiquant vivement la politique de Victorin Lurel. Muriel Barlagne lui a également demandé pourquoi l'UDI n'avait pas rallié le camp Bernier. On l'écoute. La Guadeloupe, elle a beaucoup d'atouts, beaucoup de chance. Mais c'est aujourd'hui un système politique dirigé par M. Lurel qui est à la fois autoritariste et qui en plus est clanique. Si vous êtes les amis du président, vous avez le droit à des aides de la région pour développer votre projet. Mais si vous n'êtes pas d'accord politiquement avec lui, vous n'avez pas le droit. Ça n'est pas normal. Pourquoi justement ne pas avoir choisi de soutenir Laurent Bernier qui est étiqueté des Républicains ? Mais parce que le rassemblement clan contre clan, ça ne marche pas. Et ça a conduit, on le voit bien, la Guadeloupe à l'échec. Et donc, faire en sorte, et je pense que Laurent Bernier rejoindra ce rassemblement au second tour, il ne va quand même pas s'allier avec M. Lurel ou permettre la victoire de M. Lurel. Mais c'est plus efficace dès le premier tour de créer une dynamique et qu'à partir des territoires, à partir des maires, des élus locaux qui sont là, à partir de gens qui n'ont pas d'attache politique partisane, on puisse avoir une nouvelle gouvernance, un nouveau projet pour la Guadeloupe. Au chapitre environnement, alors que l'État signera demain une convention avec les communes de la Riviera du Levant pour faire face au problème des sargasses, nous nous sommes interrogés sur la qualité de nos eaux de baignade. Le syndicat pour la mise en valeur des plages et des sites touristiques de Guadeloupe se veut plutôt rassurant. Le reportage d'Éric Pommier. À carte postale exceptionnelle, qualité des eaux d'exception en Guadeloupe. Selon un rapport présenté en 2013 sur le profil des plans de baignade, il en est ressorti que 98% des eaux de baignade contrôlées sont de bonne qualité. Aujourd'hui, le syndicat pour la mise en valeur des plages et des sites touristiques de Guadeloupe parle d'un chantier en cours. Les données seront donc connues ultérieurement. La procédure est minutieuse. C'est une obligation que nous fait l'Europe, et via l'Europe, donc aujourd'hui l'État, d'être non seulement en conformité, mais de savoir qu'est-ce qui peut impacter aujourd'hui une autre baignade, que ce soit rivière ou plage. L'enjeu est très important. Nous devons aujourd'hui avoir une réaction proactive, une gestion proactive des plages, puisque en cas de pollution, le maire doit se porter garant. Donc il faut aujourd'hui que nous sachions qu'est-ce qui peut polluer la plage. Ça peut être des égouts, ça peut être de l'eau de ruissellement de pluie, ça peut être tout autre type de pollution. Aujourd'hui, il s'agit de ça. L'étude se déroule en 3 phases. La première est l'état des lieux. Suivront les phases diagnostic puis l'action pour finaliser l'étude, d'autant plus que le phénomène sargasse est invité depuis près d'1 an, conséquence que doivent prendre en considération le CIPS. Une plage atteinte par les sargasses, normalement, doit être fermée, puisque, pas fermée définitivement, mais le temps que le ramassage se fasse. Et ça permet aussi aux clients d'avoir une meilleure visibilité, parce qu'aujourd'hui, avec cette vision proactive, bien sûr, il faut pouvoir mettre en place des outils de communication performants. On a aujourd'hui tout ce qui est nouvelles technologies de la communication qui peut nous permettre d'être beaucoup plus en lien, en direct avec le public. Il s'agira pour nous de dire, voilà, les sargasses arrivent sur telle plage, n'allez pas à tel endroit pour l'instant. Vous pouvez par contre aller en rivière ou aller sur une autre plage à proximité, non atteinte. La Guadeloupe, terre de baignade référence, le CIPS se veut rassurant. Pour le rester, selon lui, une seule action, l'interaction, autrement dit, bien maîtriser l'environnement direct. On passe à l'actualité sociale avec le mouvement de la CGTG à Milénis qui a été suspendu. Hier, la Confédération Générale du Travail de Guadeloupe appelait à lutter, je cite, contre l'alliance totale entre le patronat et le gouvernement. En avril, le syndicat avait été condamné pour diffamation dans une affaire de tract mettant en cause la famille Despointes. Le compte de l'un des militants a été bloqué, ce que dénonce la CGTG qui exige l'annulation du paiement de cette condamnation. Cette information pratique à présent avec la fermeture demain de la préfecture de Basse-Terre et de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre. Seul le service des élections qui enregistre les candidatures pour le premier tour des régionales 2015 restera ouvert de 8h30 à midi et de 13h30 à 16h. Les autres services au public reprendront leur fonctionnement normal vendredi. À présent, tour d'horizon, comme chaque soir, de l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Il est question ce soir d'un accord touristique entre la Barbade et le Guyana. Il y aura également plus de sécurité très prochainement dans les transports haïtiens. Voici la Minute Caraïbe proposée ce soir par Muriel Barlagne.
La Barbade et le Guyana ont signé un accord visant à favoriser la coopération, en particulier dans le domaine du tourisme. Intervenant lors de la cérémonie de signature, qui a eu lieu après une journée de délibération entre les représentants de la Barbade et du Guyana, la ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, la sénatrice Maxine McLean, a expliqué que les discussions ont offert aux deux pays l'occasion d'échanger des idées novatrices et d'évaluer le niveau de coopération qu'ils pourront mettre en œuvre prochainement. Haïti améliorera l'efficacité et la sécurité de ses moyens de transport et fera progresser l'intégration régionale et internationale grâce à une subvention de 65 millions de dollars US de la Banque interaméricaine de développement, BID. Ce programme de 5 ans va permettre l'augmentation de la compétitivité, de la connectivité et de l'accessibilité grâce à la réduction des coûts de transport et à l'amélioration des services. La route est en effet le principal mode de transport pour le fret et les passagers en Haïti. Tourisme dans les Caraïbes. Selon une étude menée par l'association Florida Caribbean Cruise, FCCA, un organisme à but non lucratif, composé de 19 opérateurs de croisière exerçant dans les eaux des Caraïbes et d'Amérique latine, plus de 50% des passagers de croisière dans les Caraïbes sont susceptibles de revenir dans les îles visitées pour y passer des vacances. Ce dont la région a vraiment besoin, c'est de développer des stratégies pour capitaliser sur ces millions de passagers de croisière. Avec un revenu médian de 97 000 $, un âge médian de 48 ans et marié à 79%, les croisiéristes disposent des moyens nécessaires pour prendre des vacances sur Terre. Je vous propose maintenant de prendre la direction de l'Atlantique. Les participants de la mini-transat Île de Guadeloupe sont actuellement au nord des îles du Cap-Vert. Le seul Guadeloupéen en lice, Carl Chipotel, est 33e pour l'instant. Mais les Jeux ne sont pas faits, comme l'a expliqué le skipper guadeloupéen chevronné Luc Coquelin à Éric Pommier. Depuis le 31 octobre dernier, les skippers de la mini-transat Île de Guadeloupe édition 2015 ont bien quitté les îles Canaries pour regagner cette fois la Guadeloupe étape finale, mais après une longue trêve de près d'un mois à Lanzarote. Une spécificité rare dans une course au large et en solitaire, un arrêt qui présente certains avantages, confirme le skipper guadeloupéen Luc Coquelin, qui connaît bien cette course. En fait, c'est pas très facile de repartir après un mois d'arrêt. Par contre, je pense que c'est sympa pour les coureurs, c'est qu'ils ont passé du temps ensemble à l'escale. Ils ont eu le temps quand même de visiter Lanzarote, de se refaire une santé, de bien repréparer les bateaux. Et donc c'est un nouveau départ, on va dire, en pleine forme pour tout le monde, même si la première nuit n'a pas été simple. Ils ont eu du vent fort. Et après un mois d'interruption, c'est pas évident, ni pour les estomacs, ni pour le cerveau. La course bat à nouveau son plein, toute voile dehors, excite le leader de la première étape, le Lorientais Davy Baudard, victime de problèmes techniques. Reste a priori 15 jours de course, mais difficile de faire sitôt un pronostic, avoue notre expert des courses au large. La route est encore longue, la mini-transat réserve certainement encore son lot de surprises. Il faudra trouver du vent tout le long du parcours, et je pense qu'au départ c'était pas trop compliqué parce qu'ils avaient du vent assez fort de nord-est au départ des Canaries. Après, il fallait peut-être pas non plus faire la route trop directe, parce qu'en fait, ils savaient qu'un peu plus tard, il y avait des calmes sur la route directe. Donc c'est vrai qu'on voit bien qu'une grande partie des coureurs sont descendus presque aux îles du Cap-Vert, parce que les premiers prototypes sont du côté du Cap-Vert, et les bateaux de série aussi, on va dire que les premiers, ils sont un petit peu plus haut que le Cap-Vert, mais ils ont quand même pris une route sud. Je pense qu'ils se doutent un petit peu qu'au milieu, ça va être mou, et qu'il faudra aller chercher ce qu'on appelle l'Alizé profond, c'est-à-dire à des latitudes qui sont à peu près les latitudes de la Guadeloupe. Carl Chipotel, seul solitaire guadeloupéen embarqué dans cette aventure, tente la route parfaite avec des options qu'il choisit pour rester dans le coup. Qu'importe sa rétrogradation au classement provisoire, actuellement 33e sur 44 concurrents dans sa catégorie, Luc Coquelin est optimiste pour les quelques 3000 milles nautiques de la deuxième étape, peut-être un avantage pour le skipper saint-anais. Moi, je pense que déjà, la deuxième partie, il va être un petit peu plus à la maison. Il faut bien voir qu'entre les Canaries et la Guadeloupe, on est dans la bande d'Alizé. Il y a des phénomènes, on va dire, de microclimat comme les grains, comme à la limite les rotations d'Alizé en fonction de la journée, les moments où il est plus fort, plus faible. Ça, Carl, il connaît. Donc, même psychologiquement, ça va beaucoup l'aider par rapport à des météos où il est peut-être un peu surpris des phénomènes qui lui arrivent dessus. Premières arrivées prévues logiquement dans une dizaine de jours. Les skippers au total auront parcouru 4020 milles nautiques, soit 4445 km. Et on
envoie évidemment tout notre courage à Karl Chipotel. On poursuit ce journal avec du cinéma. La Guadeloupe accueille depuis le début de la semaine le tournage du film Le Gang des Antillais. Dans le casting, on retrouve notamment Mathieu Kassovitz, Lucien Jean-Baptiste, Julien Courbet ou encore JJ Apali qui tient le premier rôle. L'histoire se déroule dans les années 70 et cet après-midi, le tournage avait lieu au cimetière de Pointe-à-Pitre. Anne-Elisabeth Artsen a assisté à quelques scènes. Après Toulouse, c'est sur cette terre, dans le cimetière de Pointe-à-Pitre, que Jean-Claude Barnier a posé le décor d'une des scènes de son prochain long-métrage. C'est vrai qu'avec tous mes films, je suis dans une thématique où il y a un parcours à la fois initiatique, personnel et artistique sur notre communauté afro-antillaise. Je ne dis pas que c'est une boucle que je boucle avec le Baby Dom, mais c'est aussi peut-être pour moi le film presque le plus personnel, parce que c'est l'histoire de mes parents, c'est mon histoire, et j'ai pu sans doute avoir une plus grande liberté pour intégrer des moments de vie personnelle à travers le livre de Loïc. Donc voilà, je dirais que c'est presque aujourd'hui le film le plus personnel que je mets en scène. Plus qu'un film identitaire, un film familial. Sous son regard expert mais attendri, Jean-Claude Barnier dirige son fils et sa mère pour leur premier pas cinématographique. C'est très particulier parce que j'ai l'impression d'être plus exigeant avec eux qu'avec les autres, mais parce que j'attends tellement d'eux, je les aime tellement, qu'ils brillent à l'écran, et oui, c'est très bizarre, mais à la fois ils sont bons et ils jouent à la fois des rôles qu'ils connaissent. Non, c'est passionnel, c'est vraiment passionnel cette histoire-là, à la fois à l'intérieur, à l'extérieur, et j'ai voulu les avoir avec moi dans ce film parce que c'était un film qui était tellement important pour moi, et je me disais c'est pas une aventure que je dois vivre seul, c'est une aventure qui est faite d'une façon communautaire, pour la communauté afro-antillaise, mais à la fois universellement parlant pour tous ceux qui ont envie de savoir qui nous sommes, d'où nous venons, et puis intrinsèquement pour mes parents, parce que c'est aussi un film que je dédie aussi à ma mère, mais aussi à toutes les mères, les parents qui ont vécu le Baby Dom. Enfin, c'est mon père, bien sûr. Du coup, je me demande qu'est-ce qu'il attend de moi, mais bon, vu que c'est mon père, il sait très bien comment me l'expliquer, et c'est un peu plus facile au niveau de la compréhension. Je tente l'expérience et puis après, c'est à voir. Le réalisateur guadeloupéen change temporairement de casquette pour notre reportage, le temps d'interviewer pour nous l'un de ses acteurs. Je voudrais savoir, JJ, comment toi tu as vécu ce tournage sur ton île et voilà, est-ce que tu en sors? On est pratiquement à l'avant-dernier jour du tournage. Et qu'est-ce que en tout cas, ça t'a permis toi d'interpréter en tant qu'acteur et à la fois personnel? Pour moi, c'était une chance formidable d'interpréter ce rôle. Un beau cadeau de la part de Jean-Claude, de Loïc. Et voilà, et pour moi, c'est quelque chose de fort de revenir sur la terre qui a vu naître ma mère, la terre de mes ancêtres, quelque part. Et de pouvoir parler à un large public. Le Gang des Antillais, comme Neg Marron avant lui, reflète la volonté du réalisateur de combattre les idées reçues sur sa Guadeloupe en posant des problèmes de fond pour un cinéma conscient destiné à un très large public. Et le tournage de ce film doit se poursuivre jusqu'à vendredi en Guadeloupe. Avant de vous laisser, la météo pour demain matin, le ciel sera assez chargé avec des risques de pluie notamment sur Marie-Galante et sur l'île de la Désirade. Le mercure de son côté affichera au réveil entre 26 et 28 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, vous allez retrouver une météo détaillée de notre région, suivie du journal de TF1 puis des pronostics hippiques de Prévert Mayengo. Votre programme pour la soirée sur Alizé E = M6, suivi du meilleur pâtissier. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour toute votre actualité locale et régionale. L'actualité qui, bien sûr, continue sur notre site www.alizé.com. Je vous souhaite une excellente soirée.